matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, donc je vous le disais, vous savez pourquoi j'ai bugué? Je vais tout vous raconter ici, parce que je voulais lire la maison d'édition, et je vois ici édition Marco Pieter et ici édition Résurgence, mais c'est la même maison en C'est fait. la collection Résurgence. Collection Résurgence, médecine et société chez Marco Pieter, voilà. Donc vous savez tout, vous avez toutes les informations pour retrouver ce très gros livre, très important, La fabrication du désastre de Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes anthropologue, expert en santé publique, essayiste. Vous avez écrit déjà de nombreux ouvrages, dont d'ailleurs le dernier, on va le rappeler peut-être en début, en introduction, parce qu'évidemment, il nous permet de comprendre votre réflexion du jour. C'était Autopsie d'un désastre, où vous expliquiez exactement, d'ailleurs vous le faites en résumé au début de ce livre-là, où vous expliquez tout ce qui s'est passé pendant le Covid. En fait, il nous est arrivé tellement de choses. Et en plus, je pense que vous allez nous le dire, il y a presque une manipulation à nous balancer des informations toutes les secondes, ce qui fait qu'on a du mal à gérer tout ça et à avoir une analyse claire de tout ce qui s'est passé. Il nous est arrivé tellement de choses, même pour nous qui suivons ici. Je sais que tous ceux qui sont avec nous en direct sont des gens éveillés sur la question, mais on n'a même pas pris conscience encore de l'énormité. Et alors, non seulement on n'a pas pris conscience de l'énormité de ce qui nous arrivait, de ce que nous avons vécu dans notre chair, mais on n'a pas pris conscience, et là c'est tout le travail que vous avez fait. Et franchement, je suis ravie. On va prendre le temps. S'il faut qu'on dépasse, on dépasse. Mon réalisateur a un peu peur, mais on va prendre le temps parce que qui était derrière, qui était aux manettes, quelles ficelles ont été tirées et pourquoi, c'est ce qu'on va voir avec vous. Mais d'abord, si vous le voulez bien, Jean-Dominique Michel, rappelez. Vous le faites très bien en introduction ici. Moi-même, en relisant, je me suis dit, c'est pas possible, il nous est arrivé tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est arrivé pendant le Covid, rapidement? Tout le monde est au courant, mais vous allez voir finalement, quand on a maintenant le décryptage, c'est-à-dire, en fait, ça, c'était pas utile, ça, machin. Rien que ça prouve ce qui va arriver derrière. Alors, si vous pouvez nous faire un résumé de notre aventure à tous du Covid. Oui, très volontiers. Et puis depuis mon regard d'expert en santé publique, quand vous prenez tous les plans pandémie, y compris celui de 2019 de l'OMS, on rappelle comment est-ce qu'on gère une épidémie respiratoire. On laisse les médecins généralistes soigner avec les remèdes dont ils disposent sans interférer avec leur choix et on laisse la société vivre le plus normalement possible. En communiquant de manière transparente, en évitant de faire paniquer la population et en permettant un débat d'idées intelligent. Et ce qu'on a observé, on a tous été témoins et même impliqués dans l'aventure, c'est qu'on a totalement mis en échec les bonnes réponses pour substituer quelque chose d'autre qui en fait est techniquement la réponse sanitaire au bioterrorisme. Ah ouais. Une épidémie, ça se gère... Vous rentrez direct dans le vif du sujet, là. Une épidémie, ça se gère comme je viens de le rappeler. Par contre, s'il y a une menace bioterroriste, il faut que tout le monde se planque chez lui en attendant qu'il y ait un antidote. Et cette réponse-là serait totalement contre-productive par rapport aux épidémies. Malgré tout, c'est celle qu'on a imposée, mais en faisant croire que c'était ce qu'il fallait faire et en entretenant la panique et puis la dénonciation des opposants comme s'ils mettaient en danger les autres. Oui, alors j'aimerais bien qu'on rappelle justement ce qui s'est passé pour ce phénomène de panique, parce que vous dites tout était faux de A à Z. Alors on avait les images de Wuhan, les gens qui s'écroulaient, tout ça c'était faux. Oui. Bon, les hôpitaux construits à la dernière minute, c'était vrai, mais en revanche, les hôpitaux pleins de tous ces malades, ça c'était instrumentalisé, vous l'expliquez. Oui. Vous dites que les responsables étaient bien au courant que le vaccin n'empêchait pas la transmission depuis le début. Oui. Mais c'est pourtant ce qu'on nous a servi comme communication et pour nous forcer à tous à aller faire la queue pour le vaccin. Donc on est vraiment sur une série d'éléments faux. Vous dites même il y a bien eu des préparations, comme on avait pu l'entendre. Oui. Vous pouvez nous le rappeler, ça aussi? Oui. Précisément. Et moi, ce qui m'a intéressé en tant qu'expert, c'est comment se fait-il qu'on ait mis en échec toute la bonne science et les bonnes réponses qui auraient permis de gérer l'épidémie sans dommage? Alors je le rappelle, je suis désolé, mais c'est l'exemple qu'on a sous la main. La Suède n'a pas confiné, n'a pas fait porter le masque. Résultat, il n'y a pas eu de dégâts sur l'économie, il n'y a pas eu de dissensions et de polémiques tragiques au sein de la population. Donc c'est vraiment l'exemple qu'on a sous les yeux qui montre que appliquer les bonnes recettes, donc laisser la société vivre le plus normalement possible, était ce qu'il fallait faire. Et ça, tous les experts le savaient ou auraient dû le savoir. Donc, qu'est-ce qui fait que le message unanime qui a été donné par les politiciens, les experts sanitaires, les journalistes, était non, tout ce qu'on nous impose est tout à fait nécessaire et ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne se soumettent pas à ça sont des assassins en puissance. Et l'explication que c'est le fruit du hasard ou de la maladresse ou de la médiocrité des dirigeants ne tient pas une seconde. C'est pas possible dans une échelle pareille. Et ce que effectivement j'ai mis en lumière, mais d'autres l'avaient fait avant moi, je rassemble des informations disponibles, c'est qu'il y a eu littéralement d'année en année depuis 2010
une répétition générale visant précisément à faire passer cette idée absurde qu'il fallait bloquer une société et, en l'occurrence, maltraiter la population, et avec une anticipation des critiques qui seraient adressées pour les faire passer tout de suite comme de la désinformation et du complotisme. Et donc tout ça a été répété un certain nombre de fois. Ça, c'est dingue. Et avec des responsables, j'ai encore trouvé une interview de Bill Gates l'autre jour, il disait mais on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On ne se doutait pas qu'il y aurait tant de complotistes et de désinformateurs qui s'exprimeraient, alors qu'ils ont travaillé pendant des années pour étiqueter la vraie information et les vraies critiques de scientifiques comme du complotisme. Alors évidemment, ça c'est tout le sujet. On va revenir sur ce travail de préparation, et vous dites militaire, donc on va revenir, et qui détient ces organes. Je voudrais juste, toujours dans ce paysage de tout ce qui nous est arrivé, vous recensez aussi le fait que, vous dites, contrairement aux balivernes qui nous ont été racontées, la création des injections génétiques à ARN messager contre le SARS-CoV-2 s'est faite dans les mêmes laboratoires militaires que ceux qui ont produit le virus, en parallèle à la création de celui-ci. Donc on était déjà en train de créer le virus, parce qu'évidemment ça s'est prouvé aussi dans les choses que vous vous rappelez, avec source à l'appui, source sérieuse à l'appui, mais qu'on était déjà en train de créer les injections géniques à ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela, s'il vous plaît? C'est une autre extraordinaire intox. Souvenez-vous comme on nous a dit, miracle de la science est tellement avancée aujourd'hui, les équipes se sont mobilisées à travers le monde entier, donc en quelques mois, ils ont produit un vaccin, alléluia, alléluia. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que Moderna a reçu un contrat dès 2013 pour travailler sur des injections à ARN modifiées, et puis effectivement, alors aujourd'hui on a toutes les preuves, mais que les expériences de gains de fonction qui ont conduit à la création du SARS-CoV-2 se sont conduites parallèlement à l'élaboration de la fameuse injection génique expérimentale, dont les brevets appartiennent aux agences de santé et aux agences militaires américaines. Donc quand on nous dit que c'est les équipes de Pfizer et Moderna qui ont trouvé ça, c'est faux. Les brevets appartiennent au National Institutes of Health, et tout ça est donc une gigantesque arnaque. Mais parce que rien que cette information-là prouve que tout est faux, en fait. Oui. On a ça, on dégomme tout. Exactement. Parce qu'on sait qu'ils avaient déjà, créé le virus, créé l'antivirus, entre guillemets. Donc, on voit vraiment tous les signaux. Alors maintenant, allons dans la réflexion de ce qui s'est passé. Vous dites, alors c'est rigolo, les hypothèses se corsent avec le temps. Vous dites, première hypothèse de tout ça. On a un cafouillage, oui, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut pas toujours imaginer de l'intentionnalité dans les mauvais coups. Donc là, cafouillage, et puis derrière, zut, alors on a été très mauvais, mais on s'enfouit dans notre mensonge. Deuxième hypothèse, une opération criminelle à des fins lucratives. Alors là, vous allez nous expliquer. Et troisième hypothèse, et là, ça va très loin, le coup d'État planétaire. Oui. Alors, si vous pouvez nous expliquer les trois hypothèses et vers laquelle vous penchez. D'accord. La première, c'est effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a une énorme médiocrité des, entre guillemets, élites, donc ceux qui ont vraiment le pouvoir, et qu'on ne trouve plus dans les positions de responsabilité des gens qui sont compétents, humanistes, intelligents, pondérés. On a vraiment des gens qui sont très formatés, notamment dans l'aptitude à mentir de manière éhontée. Ça s'est passé dans 65 pays occidentaux, mais sur le conseil notamment de McKinsey. Oui, parce que c'était d'ailleurs un élément de réponse. Emmanuel Macron disait oui, mais regardez, ils font tous pareil. Et oui, McKinsey conseillait tous les gouvernements, exactement. Pratique. Donc, évidemment que la médiocrité est toujours une piste à retenir, et on pourrait imaginer, ils ont complètement foiré au début, et puis après, comme ils sont incapables de reconnaître leur tort, ma foi, ils s'enferment de plus en plus dans le mensonge. Ça peut être une explication suffisante. À cela près, comme je l'avais rappelé très tôt dans Hold Up, que l'industrie pharmaceutique est coutumière du fait d'exploiter les crises. On l'avait vu avec H1N1, et donc il y avait à peu près 160 milliards de dollars à faire en disant qu'aucun traitement précoce ne fonctionnait et qu'il fallait absolument mettre sur le marché l'injection et faire que tout le monde soit injecté. Donc ça, c'est un hold-up, un racket des finances publiques. On sait que Ursula von der Leyen est sur la sellette. Il y a d'ailleurs une décision qui doit être rendue aujourd'hui à Bruxelles quant à son implication. Donc ça, c'est un motif criminologique. Quand on connaît la corruption systémique dans le domaine de la santé, ça coule de source. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et les mensonges de M. Bourla et Bancel, donc les PDG de Pfizer et Moderna, confirment, j'ai envie de dire, cette hypothèse. Et d'ailleurs, en parlant de corruption systémique, vous avez mis un tableau pour montrer à quel point, en effet, tout ce milieu-là est extrêmement corrompu. Oui. Et condamné à répétition pour des chefs graves. Oui, je vais vous donner un de vos chiffres. Nous sommes au mois de mars 2024 à 1270 cas répertoriés pour un montant global de 116 milliards de dollars de pénalités infligées. Donc là, vous parlez de l'ensemble des laboratoires. Voilà, donc
Donc ça fait beaucoup quand même. Pour des accusations de corruption, falsification des données, homicide involontaire, enfin tout y est. Donc elles sont coutumières de fait et aujourd'hui c'est intégré dans leur business model. Mais la troisième hypothèse, parce que alors, ça peut être suffisant pour expliquer ce qui s'est passé, mais peut-être pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2010, la Fondation Rockefeller publie un document, Lockdown Step, qui envisage plusieurs cas de figure où il serait indiqué de séquestrer la population à demeure par un confinement, en leur faisant croire que c'est ce qu'il fallait faire face à une menace terroriste, une menace épidémique, etc., etc. Et de nouveau, à l'encontre de toutes les recommandations scientifiques existantes. Et de 2010 à 2020, vous avez des répétitions générales d'année en année où on teste ce scénario à grande échelle. On veille à ce que... Qui ont Alors, c'est un conglomérat qui réunit Anthony Fauci, qui est donc le maître d'œuvre, qui a été le maître d'œuvre de la réponse sanitaire américaine. Celui qui est un peu embêté par les questions républicaines en commission. Par les justes questions. Bill Gates, avec qui, en fait, il a passé un deal en l'année 2000. Bill Gates, qui était un entrepreneur avec une mauvaise image, parce que c'est pas un chic type et Microsoft avait des politiques assez détestables, avait besoin de se racheter une réputation. Et comme l'ont beaucoup fait les multimilliardaires de cet ordre, il a reçu le conseil de faire de la philanthropie, enfin de la pseudo-philanthropie. Pourquoi pseudo-philanthropie ? Parce que les retours sur investissement sont faramineux. Donc dans chaque dollar que Bill Gates dépend pour la santé mondiale, il reçoit au moins entre 25 et 40 dollars en retour. Donc... Oui, puis on peut interroger le concept de santé là. Voilà. Mais donc il s'est mis d'accord avec Fauci en disant moi j'apporte mon fric et mon pouvoir et toi tu m'ouvres les portes de la santé mondiale de telle sorte à ce que selon l'enquête de Politico et Die Welt, c'est Bill Gates qui a piloté la réponse mondiale au Covid. Ça, c'est le résultat de leur enquête journalistique. Oui. Et Bill Gates n'a aucune qualification, il n'est pas élu, il est en plus quand même assez problématique sur le plan personnel. Donc, il y avait Anthony Fauci. Et puis, il y a conflit d'intérêt. Enfin, au moins, pour le dire gentiment, conflit d'intérêt. Oui. Bill Gates, l'OMS, l'Union européenne, les grandes institutions scientifiques américaines, notamment le Johns Hopkins Institute, et puis alors les départements militaires, parce que le grand thème, et je pense qu'on va y arriver, c'est qu'en fait, on observe qu'il y a eu une militarisation de la santé publique et parallèlement une militarisation de l'information. Parce que qu'est-ce qui a fait là encore qu'aucun média n'a osé questionner la justesse des mesures qui étaient présentées comme nécessaires alors qu'on sait qu'elles sont destructrices et inutiles? Le fait qu'il y ait eu un front unanime et une censure implacable qui s'est abattue sur les réseaux sociaux, tout ça avait aussi été préparé en amont. Alors, racontez-nous justement cette militarisation. Mais d'abord, attendez, avant qu'on aille dans la militarisation et les instruments, on est dans les trois hypothèses, donc vous penchez plutôt pour quelle hypothèse ? Alors, comment dirais-je ? On voit qu'il y a l'avancement massif de systèmes de surveillance de masse. Le QR code, la reconnaissance faciale, le passeport vaccinal, numérique, etc. Et puis on comprend que toutes ces mesures, vous savez, moi une chose en tant que franco-suisse qui me choque beaucoup, c'est d'avoir appris qu'en France, si vous avez retiré 400 € à la banque, on vous somme de vous justifier de l'usage que vous allez en faire. Moi, on aurait dit ça il y a 20 ans, mais tout le monde aurait hurlé en disant mais c'est juste inenvisageable. Donc on voit qu'il y a un système de surveillance totalitaire qui s'impose étape par étape, et la meilleure manière de le faire passer, c'est de prétendre que c'est pour votre sécurité, contre le terrorisme ou contre un virus qui peut vous tuer. Et donc, de nouveau, le fait qu'en 2010, la Fondation Rockefeller décrit ce système de surveillance totalitaire, et puis qu'après, tout est fait pour y conduire, et que dès que l'épidémie arrive, on commence à l'installer d'une manière où aujourd'hui c'est banalisé dans l'esprit des gens, c'est quand même extrêmement suspect. Et puis, je rappellerai cette parole de Yuval Harari, qui est un des conseillers de Klaus Schwab, qui dit « La crise du Covid aura été extrêmement opportune parce que ça aura accoutumé la population à l'idée qu'il faut renoncer à ses droits pour un cas de force majeure. » Voilà. Alors donc là, on perd l'hypothèse numéro 1 du cafouillage, et puis zut, alors on a commencé à mentir, donc il faut rester dans le mensonge. En revanche, on hésite encore entre opérations criminelles à des fins lucratives. On a entendu, vous parlez de Bill Gates, de tous ces laboratoires pharmaceutiques, ou le coup d'État planétaire. Et là, on oscille un peu entre les deux. Alors oui, je ne suis pas sûr qu'on perde la première, parce que l'imbécilité a quand même été très instrumentale. Alors moi, je pense qu'il y a une intentionnalité au sommet de la pyramide, mais qu'après, tous les corps constitués qui ont participé à la dérive l'ont fait de bonne foi et en étant juste à côté de la plaque. En fait, on a chacun un élément qui va dans chacune des hypothèses. Cumulatif. Et puis, en ce qui concerne la troisième, le coup d'État planétaire, ce que je relève déjà, c'est qu'à bien des égards, le coup d'État a déjà eu lieu. Je rappelle qu'il y a eu un référendum sur la Constitution européenne en 2005 en France, que le résultat du vote a été très clair. Et on voit qu'aujourd'hui,
tout le système politique international ne tient plus compte de la volonté des populations. Donc, quelque part, on est déjà au-delà d'un modèle démocratique. Et puis, il y a ces traces, et j'ai retrouvé beaucoup de citations en allant piocher dans d'autres livres qui les ont restituées, de grands responsables comme David Rockefeller, comme Klaus Schwab, qui expliquent qu'aujourd'hui, les élites, enfin, c'est-à-dire eux-mêmes, sont beaucoup mieux placés que les populations et les nations pour décider de l'avenir du monde. Et donc, c'est beaucoup mieux de leur confier la responsabilité de décider plutôt que d'avoir recours à la démocratie. Donc, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est un autre motif transversal, c'est qu'ils disent quelles sont leurs intentions. Elles nomment expressément un coup d'État planétaire, et quand nous permettons de le rappeler, on se fait tomber dessus à bras raccourcis. Oui, parce que voilà, la boucle est bouclée. Non mais alors, allons sur ces officines militaires. Vous avez dit 2 formes de militarisation que vous décrivez dans votre livre. Militarisation de la santé, comment ça s'est passé? Militarisation de l'information. Ça, on le ressent, mais ce serait bien que vous nous le décriviez. Oui. Puis il faut que vous nous expliquiez aussi quel est le rôle, parce que là, on sent que les Américains sont très présents. Bill Gates, Fauci, on les connaît. Mais finalement, il y a un rôle important de la Chine. Oui. J'aimerais bien savoir comment les deux s'articulent, parce qu'a priori, ils ne sont pas amis. Oui, Voilà, expliquez-nous tout ça. D'accord. Alors déjà, la militarisation de la santé, c'est très simple. C'est que ces bonnes réponses aux épidémies, je l'ai mentionné, on laisse la société vivre et on soigne les gens. Comment est-ce qu'on est parvenu à la mettre en échec? Eh bien, par un patient travail au long de 20 années où on a substitué une réponse biomilitaire à du terrorisme dans le principe, mais d'une manière qui est totalement fausse par rapport à la gestion d'une épidémie. Et ça, c'est ce que j'ai montré dans Autopsie d'un désastre. C'est qu'on a causé des dégâts qu'on aurait pu éviter et après, on a utilisé le prétexte de ces dégâts pour dire, vous voyez à quel point c'était grave. Bon. Et puis, la militarisation de l'information, c'est précisément que, et je rappelle que la crise H1N1 qui a eu lieu en 2009, la grippe aviaire, a été une répétition générale extraordinaire. Et il y avait eu un rapport, vous vous souvenez, du Sénat qui disait le problème, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts chez les experts, on a fait paniquer la population et on a privilégié l'intérêt des pharma à la santé de la population. Et je rappelle souvent, quand on fait un bilan comme ça, une analyse post-mortem, le but, c'est d'en tirer des enseignements pour corriger les choses. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les enseignements qui ont été tirés ont servi à mettre hors d'état de nuire tout ce qui avait empêché que ça aille au bout. Et notamment la presse. Et Corinne Lalo, qui est une grande journaliste et reporter, rappelle que sans la presse, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais comme Assange rappelle que sans la presse, l'Occident n'aurait pas pu mener les guerres qu'il a menées depuis 50 ans. Et donc il y a eu une mise au pas, une militarisation de tout l'appareil de presse. Alors entendons-nous bien, c'est des systèmes de corruption systémique. Ça n'implique aucunement que tous les journalistes soient corrompus. Mais aujourd'hui, toutes les rédactions en Occident, toutes les rédactions mainstream sont aux mains de l'OTAN et de la CIA. C'est attesté, il y a eu des témoignages de journalistes. Alors expliquez-nous, comment c'est possible, enfin, de quelle manière elles sont en main? Alors, de nouveau, il y a un ensemble de procédés qui sont utilisés. Il y a eu de très bons journalistes que je cite évidemment dans mon livre qui l'ont analysé. D'abord parce que la profession a beaucoup changé. Aujourd'hui, vous avez des stars du journalisme qui sont surpayés et puis vous avez des pigistes qui sont à peine au SMIC. Oui. Et ceux qui sont payés 30 000 € par mois, on comprend bien qu'ils n'ont pas envie de perdre leur position, donc ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour contester ce que la chaîne leur demande de dire. Et puis le pigiste qui a besoin de payer son loyer à la fin du mois, il ne va pas non plus prendre de risques. Puis le pigiste, il est jeune, sans expérience. A priori, d'habitude, ce sont les anciens qui l'aident à devenir un bon journaliste. Et puis, il est dans l'urgence. Moi, je vois à peu près, on leur dit « Ah, il y a une dépêche, tu bâtonnes, quoi. Tu trouves quelqu'un. » Tout à fait. Donc ça va à toute vitesse, il n'a pas le temps de réfléchir. Et puis, on lui donne pas le temps. Et puis, il y a un écosystème en amont et en aval qui surveille ce que fait la presse. Alors il y a notamment des groupes comme Poynter, qui est une espèce d'institut du journalisme, qui aujourd'hui donne des listes aux médias mainstream de qui il est possible d'inviter ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a des pives absolus comme Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven qui sont partout en disant des conneries, ils se sont trompés depuis 30 ans. des choses méchantes, des choses malfaisantes, et puis que des vrais experts compétents et intègres se voient complètement exclus. Tout ça est préparé en amont. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et les médias sont tous captifs de cet écosystème. Et puis après, en aval, vous avez des systèmes comme NewsGuard, qui est une ONG soi-disant, mais on retrouve beaucoup d'anciens de la CIA et du département, des départements d'État américains, qui fait des évaluations de la fiabilité des médias en fonction de leur soumission au dogme et qui donne des bons et des mauvais points qui après servent aux annonceurs à choisir dans quels médias ils vont publier leurs annonces. Et donc en fait, vous avez un écosystème qui a été totalement capté d'une manière qui a mis en échec le vrai journalisme à de très rares exceptions près. Et donc la presse aujourd'hui ne fait plus que refléter
ce que ceux qui sont à la manœuvre veulent que la population croie, mais plus du tout ce qu'il se passe réellement. Donc on a compris pour la militarisation de l'information. Sur la santé, j'aimerais bien, parce que ça a été un peu rapide, vous avez dit on a substitué finalement Oui. la lutte contre les épidémies dans une lutte contre une lutte militaire. Est-ce que vous pouvez nous Oui. expliquer comment, par quel procédé ça s'est passé? Eh bien, précisément, il y a eu tout un ensemble d'étapes. Alors, effectivement, j'en donne le détail dans le livre, mais au fond, la première idée, s'il y a une nouvelle épidémie, il faut bloquer la société, a été énoncée en 2005 par un groupe de médecins dont aucun n'était épidémiologiste, infectiologue ou virologue. Et puis, tout de suite, les vrais connaisseurs, dont Donald Henderson, qui est une légende de l'épidémiologie, c'est à lui que l'on attribue l'éradication de la variole, a dit, mais au secours, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il a rappelé les bons processus et les bons procédés. Oui. Et depuis ce moment jusqu'en 2020, on est parvenu à dire que ce qui était parfaitement contraire à ce qu'il fallait faire était nécessaire. Il y a eu tout un travail de substitution progressif, et notamment par ces exercices de répétition générale. Mais substitution donc d'agences de santé par des techniques militaires, quelle substitution exactement? Alors, De personnalité? On a remplacé Oui. les acteurs? Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, Hatchett, qui a été le grand responsable de cette substitution aux États-Unis, aujourd'hui est à la tête du CEPI, donc cette alliance vaccinale avec Bill Gates, l'OMS et le World Economic Forum. Donc on voit effectivement que les acteurs sont là. Mais écoutez, prenons un exemple très concret. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase « Il faut confiner pour tasser la courbe et ne pas encombrer les hôpitaux ». On l'a tous en mémoire. Oui. Bon, la réalité, c'est que si vous confinez, une fois qu'un virus a circulé, vous faites exploser la courbe. exploser la courbe. Les pays qui n'ont pas confiné ont tassé la courbe. Donc, vous voyez, on a inversé toutes les données du problème. On a fait croire que des traitements efficaces, même la vitamine D, bon sang, La vitamine D devait être interdite. ne servait à rien. Et donc, si vous voulez, toutes les bonnes réponses, selon la science épidémiologique, on a décrété qu'il fallait surtout pas, et même qu'elles étaient dangereuses. Et dire que l'hydroxychloroquine tue 10% des gens qui en prennent. Mais comment vous expliquez donc qu'on n'a pas pu entendre les médecins là-dessus? C'est parce que à la tête des grandes organisations de santé, finalement, ont été remplacées des personnes capables par des personnes militaires qui avaient d'autres objectifs. Oui, et puis les rares médecins qui s'y sont risqués, vous voyez le traitement qui leur a été réservé. Oui. Donc ils ont été lynchés sur la place publique, ils ont été suspendus par l'ordre, on les a désignés comme étant des criminels en puissance. Donc après, évidemment que ça décourage les vocations. Et les médecins sont de toute manière une profession assez suiviste, parce qu'au fond, eux, leur travail, c'est d'appliquer les directives que les sociétés médicales élaborent. Si ces directives sont intègres, c'est bien. Mais si les directives sont totalement pourries, à ce moment-là, c'est ce qu'on a vu. Alors, allons, on continue un peu. On voit ce phénomène de militarisation, finalement de préparation du Covid 10 ans depuis 2010, comme vous le dites. Et puis, je voudrais qu'on comprenne ce qui s'est passé, finalement, qui tient les rênes. On comprend, on voit ces noms, Rockefeller, Fauci, Bill Gates, sauf que là, on voit aussi quand même que tout est parti, dans d'autres récits de la Chine, mais ce qui est sûr, c'est que la Chine était importante dans ce jeu-là. Donc, quel jeu a-t-elle joué? Et finalement, est-ce que... qui organise qui dupe qui là, dans l'histoire, entre les Chinois et les Américains? Alors ça reste un point d'interrogation pour moi. Vous faites bien de rappeler ce chapitre entier qui est en fait la traduction que j'ai faite d'une lettre de spécialistes du renseignement et des avocats américains qui se sont dit, mais attendez, si on retrace l'origine de la substitution, bonne réponse épidémique, à la place on substitue des réponses totalitaires et on voit effectivement que tout est parti de Chine. Donc quand la Chine décide de confiner la province du Hubei, l'OMS réagit en disant mais on n'a jamais fait ça, c'est contraire à ce qu'on pense, donc c'est vraiment bizarre comme décision. Oui, mais donc là c'est étrange même la réponse par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que là ils étaient plutôt dans une réaction normale, l'OMS. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré. Après, quelle est la part de théâtre ou quelle est la part de vérité? 15 jours après, ils disent « Ah non, mais c'est quand même bien, ça a l'air de marcher. » Et encore 15 jours après, ils disent « C'est ce qu'il faut faire à l'échelle du monde entier. » Et Fauci a osé dire « J'ai envoyé mon adjoint en Chine. Il a été tellement convaincu par ce qu'il a vu qu'il est revenu chez nous et on a dit « On va faire pareil. » C'est juste invraisemblable. Sachant qu'on se rappelle que l'OMS et d'ailleurs les autres pays ont refusé d'envoyer pour enquêter sur place, savoir ce qui se passait exactement et avoir les informations autour du laboratoire. Et donc toutes les grandes décisions, le confinement, le fait qu'il y ait des porteurs asymptomatiques, ce qui est faux scientifiquement, mais maintenant encore Fauci dit 50 à 60% des contaminations se sont produites par des gens qui n'avaient aucun symptôme. Et ça justifie entre guillemets tout le reste. Le fait de mettre les gens sous respiration artificielle, ce qui a été une tuerie,
Parce qu'un poumon nécrosé, il ne faut surtout pas le ventiler artificiellement. Oui. Mais ça a été la recommandation qui a été appliquée dans tous les hôpitaux et qui permettait après de dire, regardez ces malheureux qui sont en train de mourir, si vous ne vous soumettez pas à ce qu'on vous impose, vous allez faire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mourir. Oui, ça parlait du Rivotril et d'autres... Exactement. Rester chez vous avec du Doliprane, alors que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et on a vu par exemple que la Chine a déclenché des campagnes de trolling sur Internet pour salir la réputation de la Suède qui n'appliquait pas les mesures. Donc c'est très très trouble. Alors, Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une collusion entre la Chine et les hypercapitalistes chinois, quand même. Et les hypercapitalistes occidentaux? Oui, mais Klaus Schwab a souvent exprimé son admiration pour le modèle chinois. Bill Gates est cul et chemise avec Xi Jinping. Le lien, finalement, c'est une forme de totalitarisme. C'est ça, c'est sûr. Exactement, je pense. Qu'il y a ce fantasme dans les élites occidentales, aujourd'hui élite avec guillemets, qui est, mais finalement, un système totalitaire, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous rappelez d'ailleurs que dans nos élites, entre guillemets, on parle beaucoup des young leaders américains, mais il y a des young Chinese leaders, dont des personnes qui étaient très, 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 comment dire, au devant de la scène pendant cette période, Olivier Véran ou Cédric Villani. Ouais, Cédric Villani qui a quand même mené, je rappelle, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était pas vraiment une commission d'enquête, mais d'évaluation. Oui, d'évaluation, parce que justement on ne voulait pas faire une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Et l'Imperial College de Londres, qui a produit toutes les modélisations foireuses, est le principal partenaire scientifique du Parti communiste chinois en Occident. Donc on voit qu'il y a une infiltration de tout l'écosystème scientifique et médiatique par Bill Gates d'un côté et la Chine de l'autre. Après, quelle conclusion en tirer? Franchement, là, je suis hors de mon domaine de compétences. Soit il y a une collusion, et à ce moment-là, c'est encore plus fou que ce qu'on peut imaginer, soit c'est plus effectivement une convergence d'attirance pour le totalitarisme qui fait que finalement, ils se retrouvent dans les objectifs, mais là, je ne peux pas trancher à cet endroit-là. Donc finalement, pour avancer dans notre réflexion, on voit en tout cas ce qui s'est passé en Chine, on voit ce qui s'est passé chez nous, et on a vu cette énorme mise en place, cette construction même de la mise au pas de la société. Où on en est aujourd'hui finalement? Est-ce que d'après vous ça a fonctionné, ou est-ce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui se sont dit zut, on n'imaginait pas qu'il y aurait tant de complotistes, d'affreux complotistes pour entrer en résistance? Alors, c'est aussi un peu l'enjeu du livre. Beaucoup de gens sont tentés de tourner la page, de dire, voilà, ça a été un peu n'importe quoi, mais on est de l'autre côté, maintenant tout va bien, reprenons nos esprits. Moi, ce qui me semble plus convaincant comme manière de voir les choses, c'est qu'une fois qu'on tire le fil du Covid, on voit apparaître toute la pelote. Et toute la pelote, c'est cette marche forcée vers un système de dépossession des populations de leur liberté à choisir pour elles-mêmes ce qu'elles veulent, l'imposition d'une gouvernance mondiale, dont je rappelle que Sarkozy, quand il était président, nous avait prévenu qu'on n'échapperait pas, qu'il serait impossible d'y échapper. Et on voit ce qui se joue au niveau européen même, pour le moment où il est question d'un président de l'Union européenne qu'on n'élirait pas. Donc là, tout à fait. Ça ne peut pas faire plus clair. Et puis l'autre variable qu'il faut amener, parce qu'effectivement, on voit bien Bill Gates, Big Pharma, etc. Mais il y a quelque chose d'autre qui se profile. Ce sont ces fonds d'investissement géants comme BlackRock et Vanguard, qui aujourd'hui ont un poids totalement démesuré et dont on sait qu'ils ont leur entrée partout. Je veux dire, Larry Fink, le CEO de BlackRock, a ses entrées à l'Élysée quand il veut, il lorgne sur le système des retraites à la française. Guy de Lafortelle, qui je cite, évidemment, nous a précisé d'ailleurs que Larry Fink était en France, à Paris, une semaine avant la dissolution annoncée d'Emmanuel Macron. C'est ça. Donc voilà, on voit des incointances d'agenda, on va dire. Et alors, il y a eu des enquêtes aussi qui ont été faites. J'ai beaucoup lu M. de Lafortelle, qui a fait un travail remarquable, qui montre par exemple que, effectivement, BlackRock et Vanguard ont des participations relativement limitées dans les entreprises, 6-7% des actions. Mais ils ont un pouvoir et par leur importance, ils peuvent en fait faire chanter les conseils d'administration, et on sait qu'il y a eu des centaines de cas où BlackRock est intervenu pour infléchir la politique la politique commerciale et industrielle de boîtes en fonction de leur propre agenda politique. Ils promeuvent le modèle LGBTQI de manière massive, notamment en imposant que des grandes entreprises fassent des campagnes de pub en utilisant des égéries LGBTQI. Il y a quelques boîtes aux États-Unis qui ont pris des bouillons comme Budweiser, parce que la clientèle n'a pas du tout suivi.
Mais ça, c'était imposé par BlackRock. Ils sont dans le modèle de Open Society qui vise à effacer toutes les frontières, à effacer les identités nationales. Donc on voit que ces gens sont très actifs. D'ailleurs, c'est eux qui agitent aujourd'hui le spectre de la catastrophe économique si jamais le RN passe. Exactement. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là également. Alors moi, je voudrais vous demander, là, finalement, en vous entendant, je me dis, alors ouais, BlackRock, Vanguard, alors est-ce qu'on n'est pas là plus dans l'opération criminelle? Quand vous dites coup d'État planétaire, on imagine des volontés politiques. Mais alors, qui fait ce coup d'État finalement là? Qui le détient? Qui est au-dessus de qui dans cette histoire? Mais vous savez, Philippe de Villiers, que j'aime bien écouter, parce que ce n'est pas du tout ma sensibilité politique, moi je suis anarchiste, mais je trouve toujours intéressant d'écouter les gens qui sont d'un autre bord. Lui, il dit des choses extraordinaires. Il dit que toute la Commission européenne se met à genoux devant George Soros. Qui est un soi-disant philanthrope, mais en fait un très vilain spéculateur, qui promeut lui aussi l'agenda de société ouverte. Philippe de Villiers nous explique que Bilderberg, ils n'ont pas besoin de comploter, c'est eux qui ont le pouvoir. Fillon lui a expliqué que sa candidature à l'élection présidentielle a été torpillée parce que Bilderberg préférait Macron qui était plus docile par rapport à l'agenda collectif. Donc vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout se passe en pleine lumière et le coup d'État, pourquoi? Parce que de nouveau, ces gens-là disent très ouvertement, nous sommes beaucoup mieux placés que les populations pour décider de l'avenir de la planète, donc il faut que ce soit nous qui fassions les choix et qui dépossédions les États-nations de leur souveraineté. Et ça, on a quand même vu qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Alors, effectivement, une question qui reste posée, c'est est-ce que les BRICS sont une opposition à ça et qu'au fond, c'est un fantasme de l'Occident pris par un vertige totalitaire, ou est-ce que ça fait partie d'un théâtre à l'échelle de la planète? Ça, c'est... Oui, et puis est-ce que tous les BRICS... Alors c'est vrai, d'ailleurs, c'est une question, d'ailleurs, une opposition quand même qu'on peut mener, parce qu'on parle de la Chine, mais la Russie aussi, qu'on aurait pu à jouer ce rôle-là de vaccination obligatoire. Alors c'était son propre vaccin. Malgré tout, je crois qu'il y avait de l'ARN également. Enfin, voilà. Donc qui est opposant à qui et qui est au-dessus de qui? Vladimir Poutine est quand même un young global leader, donc après, il y a les deux possibilités. Soit c'est une opposition sincère, et tant mieux, ça veut dire que l'Occident va être contenu dans son fantasme par d'autres pays qui ont gardé des traditions vivaces et qui sont critiquables à certains égards, mais respectables à d'autres. Et puis alors, le scénario du pire, mais j'y crois pas, parce que ça serait quand même too much. Dans tout ce qu'on peut attester, ça va déjà vachement loin. Un coup d'État planétaire, ça sert à rien. Mais le fantasme, le pire, ça serait qu'en fait, tous ces gens-là soient de mèche et que ça soit une gigantesque mise en scène. Oui. Parce que quand on entretient la guerre... Ça, c'est le degré ultime du complotisme. Vous n'avez pas encore ce diplôme. Absolument. Mais je rappelle quand même que le complotisme, et si on a autant utilisé l'étiquette, c'est surtout quelque chose qui vise à masquer les crimes d'État contre les populations. Et ça, on a la liste des crimes d'État en cours. Ils sont avérés. Donc, de nouveau, s'il y a des gens qui doutent ou qui se posent des questions quant à ce que je dis, je les invite à lire le livre parce que tout est référencé, plus de 1000 références documentaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est toujours ce thème, c'est caché en pleine lumière. Donc ils le disent ouvertement, mais si on fait l'effort d'écouter et de dire mais vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit, à ce moment-là on fait se traiter de complotistes. Mais ce qu'on montre et qu'ils disent eux-mêmes existe et c'est peut-être ça à quoi il faut s'intéresser. Non mais c'est incroyable, d'ailleurs quand j'ai repris votre livre et le résumé, je me suis dit c'est tellement clair, mais rien que les faits avec des ultra-sources que vous donnez. On se rend bien compte qu'il y a une manipulation, un simulacre comme vous le dites au départ. Mais on n'a plus le droit de réfléchir, en fait. On n'a plus le droit de prendre le temps de réfléchir. Et puis, si je peux encore, un autre élément du coup d'État, c'est quand l'État de droit ne fonctionne plus, et c'est le cas actuellement en France. Donc, déjà, l'ordre institutionnel est totalement corrompu, vu que c'est l'exécutif et le président qui donnent ses ordres au Parlement, ce qui est déjà faux, qui donnent ses ordres à la justice. Maître Brouza a quand même révélé que les procureurs avaient reçu instruction de ne pas donner suite aux plaintes contre des responsables au sujet du Covid. J'ai des avocats qui m'ont dit avoir posé des plaintes dans 2 juridictions éloignées de 300 km pour les soignants suspendus. Ils ont reçu la même réponse à la virgule près du tribunal. Donc tout ça est piloté depuis en haut et quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs et que la justice ne fonctionne plus, le coup d'État a déjà eu lieu. Il n'y a déjà plus de constitution. Vous savez qu'il y a un certain nombre de penseurs qui le disent. Donc en fait, vous voyez, quand on dit c'est complotiste de penser qu'il peut y avoir un coup d'État, il a déjà eu lieu.
Rassurez-vous. Bon, merci Jean-Dominique Michel. La fabrication du désastre, qui, pourquoi, comment, un livre ultra référencé, très précis. Donc je vous invite tous à le lire et à comprendre ce qui se passe sous nos yeux et qu'on a parfois du mal à voir, même nous. C'est un livre aux éditions Résurgence. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs. Je vous rappelle évidemment l'obligation immédiate de mettre des pouces, de mettre des cœurs, de mettre tout ce que vous voulez pour pousser en référencement cette vidéo. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on soit très très apprécié de notre algorithme, donc il faut vraiment forcer le truc. Donc n'hésitez pas, vous mettez un max de pouces. Là, je veux des lignes entières. Et puis évidemment, pour nous aider, parce que nous ne sommes pas alimentés par la CIA et tout le reste, pour nous aider à survivre et à continuer ce travail, eh bien, n'hésitez pas. Si vous le pouvez, on met le lien immédiatement, à nous faire un don. On va mettre le lien, il suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez nous offrir par exemple 5 € par mois. Ça nous aide véritablement pour continuer et continuer longtemps. Merci à vous tous, à demain, 7h30.